Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de sa visite d'État en Algérie depuis le 2 mai dernier, le président Alassane Ouattara s'est rendu ce mercredi à Constantine, ville natale de la première dame Dominique Ouattara. Le chef de l'État à cette occasion a visité plusieurs unités industrielles de la ville, notamment l'entreprise ETRAG, spécialisée dans la fabrication des tracteurs agricoles et le groupe BIFA, spécialisé dans la fabrication de la chocolaterie. La Côte d'Ivoire étant un pays producteur de cacao, le chef de l'État a souhaité que le groupe BIFA vienne implanter une usine de transformation en Côte d'Ivoire. Et je vous propose d'écouter le président de la République au sortir de cette visite de terrain. J'ai fait 3 visites. La dernière est celle de cette usine pharmaceutique aux normes internationales. Vous savez, c'est un domaine qui demande beaucoup de précision, beaucoup de précautions. Et c'est impressionnant de voir toutes les dispositions qui sont prises. Je voudrais donc féliciter le directeur général, tous les employés et dire que je suis fortement impressionné. Comme d'ailleurs tout à l'heure la visite de la chocolaterie qui montre que la Côte d'Ivoire peut exporter des beurres de cacao, également la visite de l'usine de tracteurs. Tout cela montre l'industrialisation de ce grand pays et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau le président Bouteflika pour l'audience qu'il m'a accordée. La 14e conférence parlementaire afro-arabe s'est ouverte ce mercredi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau qui enregistre la participation de 53 pays. Objectif, permettre des échanges entre les pays participants en vue d'y promouvoir le développement durable. Michel Digré pour en parler. 10 présidents d'Assemblée nationale, 150 délégués issus de 53 pays sont à Abidjan pour jeter les bases d'une nouvelle coopération entre les parlements africains et arabes. Dès l'entame de son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, donne les enjeux de cette rencontre de haut niveau. La conférence parlementaire afro-arabe demeure, j'en suis personnellement convaincu, l'une des plus grandes opportunités qui s'offrent à nos deux régions pour faire face aux nombreux défis qu'engendre la crise économique mondiale et la menace sur la sécurité et la paix. Une union sacrée donc entre les parlements afro-arabes pour garantir le développement durable, mais surtout la paix, d'autant plus que la menace est commune et n'épargne aucun continent. Un ennemi commun à nos États se fait de plus en plus redoutable, que je nomme le terrorisme. Assurément, la 14e conférence parlementaire afro-arabe est une opportunité qui nous est offerte pour insister de plus belle sur ce point et réaffirmer dans le même temps notre indignation contre cette nébuleuse. Tous les intervenants ont souhaité des actions collectives et concertées pour venir à bout du terrorisme. La question devrait cristalliser les énergies au cours de ces 2 jours de conclave. Et on s'intéresse à présent aux activités du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, qui présidait la cérémonie de présentation du rapport sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Échange entre économistes et acteurs de la société civile. À l'occasion, le compte-rendu de Thomas Guessambi. Afrique subsaharienne, un changement de cap s'impose. C'est le titre du rapport d'études sur les perspectives économiques régionales mené par le Fonds monétaire international. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il est présenté, de quoi amener le chef du gouvernement ivoirien à saluer le choix porté sur la Côte d'Ivoire avant d'apprécier de telles rencontres. Je salue et remercie le Fonds monétaire international pour l'organisation de cette rencontre qui offre l'occasion aux acteurs économiques d'échanger autour des problématiques clés de nos économies. Je suis convaincu que les débats qui suivront les différentes présentations permettront d'approfondir cette analyse en vue de tirer le meilleur parti des perspectives qui se dégagent pour l'économie africaine au regard des énormes potentialités latentes de nos pays. Dans le rapport présenté par l'équipe de Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique du FMI, on en retient que l'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti.
Mais comme à l'accoutumée, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. La croissance observée récemment en Afrique subsaharienne s'est arrêtée. Toutefois, les perspectives de croissance à moyen terme de la région demeurent favorables. Mais à condition qu'un changement de cap décisif soit fait dans bien de cas, telle la poursuite de réformes structurelles et sectorielles, la poursuite des réformes des finances publiques. Niali Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, a suivi avec beaucoup d'intérêt les analyses présentées. Il nous faut tirer les enseignements de ce rapport. Il nous faut créer les conditions d'une résilience économique, c'est-à-dire d'une capacité de l'économie à résister aux chocs exogènes. Et pour cela, la Côte d'Ivoire doit continuer de diversifier son économie, mais surtout la Côte d'Ivoire doit constituer une base industrielle en transformant localement davantage de matières premières et même en transformant localement d'autres produits. La présentation des perspectives économiques régionales fait partie des rendez-vous que le Fonds monétaire international a avec les gouvernements partenaires en marge de ses réunions annuelles et réunions du printemps pour parler d'économie et de finances. RFI, BBC et bien d'autres radios de proximité n'ont pas émis hier les raisons, la chute d'un pylône du service de Côte d'Ivoire Télécom. Les dégâts sont énormes, élevés à plus de 500 millions de francs CFA. Le constat de nos reporters Perpétuquement et Koné Adama sur place. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Bobo derrière Rail, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand c'est tombé, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA. La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des bancs de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône. Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela un mois. Les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. Et justement, ce communiqué relatif à la situation, le mardi 3 mai 2016, aux environs de 20h, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA, a constaté l'interruption des programmes des radios RFI, BBC et Radio Jaune Noir dans la région d'Abidjan. Les raisons sont donc connues. Selon les explications des opérateurs, il ressort de cette interruption qu'elle est consécutive à la chute du pylône de Côte d'Ivoire Télécom IRHS sur le site Abobo. Ce mardi 3 mai 2016, les opérateurs concernés ont donc la charge du maintien, du site, se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. Lutte contre le grand banditisme, on en parle à présent. 2 jeunes gens mis aux arrêts. Ils s'apprêtaient à agresser des élèves du lycée classique d'Abidjan. On en parle avec Francis Boifo qui faisait le constat. Sur la dizaine de jeunes qui s'apprêtaient à agresser les élèves du lycée classique de Cocody ce mercredi aux environs de 15h, 2 ont été mis aux arrêts par la police. Les faits. Les voyous qui sont introduits au niveau du lycée classique d'Abidjan pour agresser les autres élèves, et arrachant les porte-monnaies, de l'argent et puis des portables. Donc ils ont été pris avec des couteaux et des machettes. Aucune perte en vie humaine. Le commissaire du 8e arrondissement salue l'esprit citoyen des populations. La police est entièrement à la disposition de la population. Nous vous donnons des informations. Ceci a été possible parce que la population a communiqué. On ne peut pas faire de police sans informations. Et c'est par rapport aux informations que nous sommes venus à temps prendre ces individus indélicats.
Mais l'enquête se poursuivra et nous allons démanteler ce réseau. Ces deux jeunes, qui seraient membres d'un groupe d'agresseurs communément appelé microbes, seront déférés et répondront de leurs actes devant la justice. Hors de chez nous, les armes vont certainement se taire à Alep dans les prochaines heures. 48 heures de trêve à Alep annoncée donc par l'armée syrienne, un temps de répit qui commence donc pour les populations du nord de la Syrie ce jeudi. Les primaires américaines, on en parle maintenant. Donald Trump tend vers l'investiture républicaine. Donald Trump qui est en passe d'être élu candidat républicain à la Maison-Blanche, son principal rival Ted Cruz ayant donc jeté l'éponge. Donald Trump quasiment près du but. Il est en voie d'être le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre prochain. Une position assurée grâce à sa brillante victoire aux primaires de l'Indiana, mais aussi à l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Cette année a été incroyable. Je n'avais jamais vécu ça. Mais c'est une chose belle à contempler. Et nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous allons gagner en novembre. Plus tôt, son adversaire Ted Cruz avait annoncé publiquement son renoncement à la course pour l'investiture républicaine. Nous avons tout donné, mais les électeurs ont choisi une autre voie. Et c'est le cœur lourd, mais avec un optimisme sans limite pour l'avenir de notre pays que nous suspendons notre campagne. Donald Trump a obtenu 53% des voix des délégués républicains selon les résultats partiels. Loin des 1237 délégués requis pour l'investiture, mais il est sûr de les acquérir sans la concurrence de Ted Cruz lors des 9 primaires restantes. Du côté des démocrates, Hillary Clinton reste favorite pour l'investiture. Avant mardi, elle avait 2179 délégués contre 1400 pour son opposant Bernie Sanders, alors que la majorité requise est de 2383. Le match de la présidentielle se jouera probablement entre Hillary Clinton et Donald Trump en novembre prochain. Voilà, Donald Trump donc en passe d'être élu candidat des Républicains pour les présidentielles prochaines aux États-Unis. C'était un reportage signé Marie-Laure Magnessé et Christelle Menant. Au Brésil, dans l'attente de sa destitution, la présidente brésilienne Dilma Rousseff et ses proches font l'objet de nouvelles accusations. Ce mardi, le procureur général du Brésil a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête pour corruption sur l'ex-président Lula. Après l'hypothèse de maquillage des comptes publics, Dilma Rousseff fait l'objet de nouvelles accusations. Retour sur l'affaire Petrobras au Brésil. Le procureur général ouvre une enquête sur la présidente pour obstruction à la justice. Rodrigo Janot a également demandé ce mardi l'ouverture par la Cour suprême d'une enquête pour corruption présumée. Sur la liste des personnes suspectées, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, 3 ministres de Dilma Rousseff et 27 autres personnalités politiques. En plus de ces personnes, Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, l'un des instigateurs de la procédure de destitution de la présidente. Si le Sénat le décide à une majorité simple, l'homme pourrait être écarté de son mandat la semaine prochaine. Une autre tête du parti centriste visé, le sénateur Yader Barbalo, proche du vice-président Michael Temer, censé remplacer Dilma Rousseff au cas où elle serait mise à l'écart provisoirement par le Sénat. Cette demande d'enquête intervient au lendemain de celle formulée à l'encontre d'Aécio Neves, chef de l'opposition, accusé d'avoir reçu des dessous de table, toujours dans le dossier Petrobras. Voilà, Gabriel Zadi signait ce reportage. Sachez pour terminer que Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, a été inhumé hier mercredi à Kinshasa. Très bonne fête de l'Ascension. À vous. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je reviens. Hey, ça revient. Coco Ngano. C'est samedi à 10h30 sur RTI 1. Les gars, c'est le retour, hein? Oh, oh, faut pas rater. Restez là. Ah, wow. Rano, calme-toi.
Je t'en prie, calme-toi. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. On ne peut rien résoudre dans la panique. Il faut d'abord cacher le corps de Rohan. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, est-ce que tu pourras me pardonner? Tu n'as pas à me présenter d'excuses. Tu es revenu? Ça me suffit largement. Je veux te dire que demain Bulbul va devenir ta femme. Mais n'oublie pas qu'elle restera pour toujours ma sœur. Hein? Sinon, ça va chauffer. Est-ce que tu m'écoutes? Vihan ne va pas se marier avec moi. Il va se marier avec Bulbul Singh. La promesse est une dette. Votre feuilleton hindou, du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1.